Space News 81, 7 heures de terreur et tout a changé. Bonjour. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui, c'est Marie, avec une autre édition des Space News, bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être vues comme de la science-fiction, ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les publie uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 23 mai 2025. Il peut être conseillé de regarder les épisodes 78, 79 et 80 des Space News avant celui-ci pour mieux comprendre de quoi je parle. Dans la première nouvelle d'aujourd'hui, nous avons remarqué beaucoup d'actualités dans les médias parlant des taches solaires et des grandes éruptions solaires, qui menacent toutes les télécommunications sur Terre et peuvent également provoquer des pénuries d'électricité et des coupures de courant. Bien que cela soit théoriquement possible, en raison de l'énorme quantité d'électromagnétisme très puissant et de radiation générée par le Soleil, nous, d'ici, voyons que ce qui est transmis dans les médias est encore une fois plus de peur. Premièrement, la Terre est encapsulée dans plusieurs couches de boucliers électromagnétiques naturels, sa magnétosphère, et une série de puissants boucliers artificiels sous la forme des ceintures de Van Allen, qui atténuent l'impact de toute tempête solaire naturelle. Nous considérons l'activité solaire naturelle et cyclique comme une autre excuse pour faire avancer des agendas contre les habitants de la Terre, les utilisant comme prétexte pour provoquer des coupures de courant, qui sont en réalité causées par quelqu'un qui éteint une série d'interrupteurs, comme ils ont déjà commencé surtout en Europe, donc cela n'a rien à voir avec le Soleil. C'est encore une autre façon de déranger les gens et de les amener à toujours être en alerte et en mode survie. Je dois insister sur le fait qu'il n'y a rien de mal avec le Soleil et toute cette activité supplémentaire que nous voyons effectivement d'ici est normale, surtout à cette période de l'année, proche du solstice, autour du 20 et 21 juin. Les taches solaires ne sont en aucun cas proches de ce que la science terrestre vous dit, car ce sont des portails, ce sont des trous qui se connectent avec d'autres étoiles dans un système de transit hyperspatial éthéré naturel intrinsèque, que d'innombrables races stellaires utilisent comme autoroute, surtout celles qui sont nouvelles dans la communauté interstellaire et qui ont des vaisseaux spatiaux moins puissants et moins sophistiqués. Les portails de taches solaires apparaissent de manière cyclique, et pour une raison que nous ne comprenons pas bien, ils tendent à se coordonner ou à se synchroniser avec le solstice d'été de l'hémisphère nord sur Terre. Alors que cosmologiquement parlant, il ne devrait avoir aucun lien de causalité réelle, nous montrant ainsi une fois de plus que nous sommes effectivement à l'intérieur d'une matrice cosmique élaborée avec des connexions énergétiques qui vont bien au-delà de la compréhension même des races stellaires les plus avancées. Passons à un autre type de nouvelles. Il y a eu beaucoup d'activités cette semaine, avec des choses importantes qui avancent. J'ai dit cela à mon groupe mercredi dernier, et je me cite. Il arrive un moment où vous ne pouvez plus être uniquement spirituel, prétendant tout résoudre en donnant amour et lumière, car il y a de nombreux êtres qui ne sont pas réceptifs à vos méthodes douces, et si vous empruntez cette voie, vous finirez par être mangé. Quand vous vous trouvez acculé et que toutes les options diplomatiques ont été épuisées, il ne vous reste plus qu'à brandir votre épée et à vous battre pour ce que vous aimez, pour les meilleurs principes et l'éthique que vous suivez, et pour la simple vie et l'existence. Tenter d'être dans une autre dimension et une vibration supérieure qui vous protégerait du mal ne fonctionne pas toujours. L'existence étant une soupe énergétique et vibratoire complexe que vous ne pouvez pas toujours contrôler. Il n'y a pas de temps pour la spiritualité, vous réagissez, ou vous êtes le dîner de quelqu'un d'autre. Parfois, vous devez vous battre de toutes vos forces, même face à ces adeptes du New Age et aux races stellaires qui désapprouvent cela et qui, de toute évidence, n'ont jamais vu le bout d'une arme braquée sur eux. Reine Marie. Toutes les informations que je divulgue ici ont été soigneusement révisées et n'entraveront pas et ne compromettront pas les opérations en cours, car cela ne fournit aucune information nouvelle aux forces adverses. Tout d'abord, je suis heureuse de vous informer que nous avons mené avec succès pas moins de 4 raids majeurs dans des bases souterraines de la cabale terrestre. Cette fois, nous y sommes allés très profondément, à leur grande âme. Cela prouve que se cacher sous terre ne suffit pas pour nous échapper. Nous avons réussi à secourir 198 personnes à Jalisco, au Mexique, et 712 personnes de la grande base sous Juárez, au Mexique, dont 44 femmes Tégettes, 15 femmes ontariennes et 653 humains, dont 78 hommes et 575 femmes. Nous avons réussi à détruire au moins 3 niveaux supérieurs de cette base et à en endommager gravement 2 autres, provoquant notamment l'effondrement des installations de communication du train Maglev. Lors du raid à Jalisco, l'un de nos vaisseaux d'attaque largable Stack 1D a subi un dysfonctionnement.
Ces petits vaisseaux constituent l'épine dorsale de nos forces tactiques et sont utilisés de manière assez comparable aux hélicoptères humains, Black Hawk. Bien que les nôtres ne soient pas équipés de pales de rotor, car ils fonctionnent avec des turbines magnétiques à point zéro et des annuleurs de gravité. Physiquement, ils sont similaires aux vaisseaux de largage utilisés dans le film Alien 2, similaires en structure, mais pas équivalents. STAC est la traduction anglaise de la langue TJET, petit vaisseau d'attaque tactique. Le 1 désigne le premier modèle de production et le D désigne la variante, en termes humains. Ils sont rapides et capables de vols atmosphériques et spatiaux. Mais ils ne sont pas interstellaires, ils dépendent donc d'un vaisseau mère. Si vous n'en avez jamais entendu parler depuis toutes ces années de communication avec les TJET, c'est parce qu'ils sont flambant neufs et viennent d'entrer en service. Le vaisseau d'attaque portant le numéro de queue 223, appartenant au deuxième groupe d'attaque aéroporté du vaisseau Alcyon, alors qu'il décollait avec 6 TJET et 16 jeunes femmes sauvées, a subi un dysfonctionnement dû à la surchauffe de ses principaux amortisseurs d'inertie, le contraignant à se déplacer lentement et sans manœuvre d'hygiène. La cabale ayant déjà envoyé 4 chasseurs à grande vitesse et un essaim d'hélicoptères pour riposter au raid sur l'une de leurs bases, ils se sont rapprochés de STAC 223 très rapidement. Par conséquent, il a été contraint d'atterrir quelque part au cœur des étendues sauvages du sud du Mexique, où il est resté camouflé, attendant que ses poursuivants s'éloignent. Traqué, le STAC 223 a également été contraint de garder le silence. Ainsi, lorsque les autres vaisseaux arrivèrent à leur base, à bord du vaisseau Alcyon, l'un d'eux manquait à l'appel, ce qui déclencha une alarme et une vive inquiétude parmi nous tous. Nous craignîmes le pire, et une mission de recherche et de sauvetage fut immédiatement organisée, sans résultat, nous plongeant tous dans une nuit tendue et sans sommeil. Heureusement, à l'aube, heure locale, le STAC 223 s'éleva à nouveau dans le ciel, et quitta lentement l'atmosphère terrestre pour rejoindre son vaisseau mère, l'Alcyon. Les 2 pilotes et les 4 opérateurs spéciaux Ashmalim à bord ont bien sûr été isolés et interrogés. Ils ont expliqué ce qui s'était passé et qu'ils avaient également dû atterrir parce que les 16 filles secourues faisaient une crise de nerfs et qu'ils devaient les assister en attendant que les ennemis s'éloignent de la zone. Ce qui s'est également passé pendant leur escapade de 9 heures, c'est qu'une des filles secourues était une fervente adepte du New Age, et elle a insisté pour parler et parler encore et beaucoup trop, aux autres filles, leur expliquant qu'elles étaient secourues par Ashtar Command, insistant sur le fait que, bien que similaire, l'engin dans lequel elles se trouvaient n'était pas un hélicoptère humain. Même lorsque les Ashmalim ont d'abord nié une telle chose, finalement, ils ont trouvé cela assez inutile car ils étaient surpassés par leur nouvelle amie bavarde, qui était également extrêmement enthousiasmée par tout. Le problème ici, c'est qu'elle a convaincu toutes les autres filles que c'était vrai, surtout parce qu'elle avait 9 longues heures pour le faire, et ce faisant, elle a réussi à détruire le récit et leurs possibilités, ou plutôt leur option de retourner sur Terre, si elle le souhaitait. C'est un exemple de la façon dont le fait de trop parler peut faire dérailler le cadre d'une opération. Ces 16 jeunes femmes sont en bonne santé et de bonne humeur, et ont été emmenées à bord du vaisseau biosphère andromédien Viera, pour être triées et soignées, comme presque toutes les autres. Après cet incident, 2 autres raids très réussis ont été menés contre d'importantes bases de la cabale, au cœur même de leurs zones les mieux gardées. Je ne peux pas dire lesquelles pour le moment. Ces 2 raids ont permis de sauver le plus grand nombre de personnes à ce jour, avec un total de 989 personnes lors du 3e raid, et 1201 lors du 4e, plus les 198 et 712 des 1er et 2e raids, nous donnant un total de 3100 personnes secourues juste cette semaine, des 2 sexes et d'origines multiples. Y compris 152 jeunes femmes TJET, 77 antariennes, et 472 femmes appartenant à d'autres civilisations pré-industrielles extraplanétaires, avec un total de 2399 humains terrestres, dont 112 sont des hommes et 2287 sont des femmes. Cela nous donne les meilleurs résultats jusqu'à présent, dans nos meilleures tentatives pour ramener notre peuple, et libérer autant d'autres que nous le pouvons tant que nous y sommes. La moitié de tous les secourus a été transférée vers nos équipes de soutien à bord du vaisseau biosphère andromédien Viera pour être triée, et pour des soins et de l'attention, l'autre moitié reste à bord des vaisseaux stellaires TJET Alcyon et Astérope, car leur transfert vers le Viera a été retardé en raison de la prochaine nouvelle que je vais vous donner dans quelques instants. Mais pourrait également y être transféré éventuellement, lorsque le moment sera venu. Inutile de dire que déplacer et s'occuper de tant de personnes a été extrêmement difficile pour les équipages de tous nos vaisseaux spatiaux, d'autant plus que nous continuerons nos opérations de sauvetage, même pendant que nous rassemblons les renseignements nécessaires pour procéder, étant directement sur le terrain.
Les opérations de sauvetage se poursuivront comme prévu, tant dans les bases souterraines que sur la surface dans les villes, les villages et même dans les zones rurales, à grande et petite échelle, tout en étant aussi discret que possible. Comme je l'ai décrit précédemment, nous masquons nos opérations avec des conflits humains en cours pour causer le moins de dommages possible à la matrice, comme demandé et exigé par la Fédération galactique. Mais une grande partie de nos opérations fait son chemin dans les médias de toute façon, comme on me l'a dit, de manière limitée et avec d'autres causes bien sûr, ou en disant que c'était autre chose, comme on pouvait s'y attendre avec leur grande capacité à déformer et normaliser les événements, surtout ceux qui ne sont pas conventionnels ou habituels. Dans la prochaine nouvelle brûlante, les vaisseaux cuirassés Tejet, Antarien et Urma, ont suivi les 5 cuirassés étortants en orbite autour de la Terre juste en dehors de l'altitude de 500 000 km officiellement désignée comme l'espace aérien de la Terre et la juridiction légale. Nous savons que les étortants manipulent les hauts membres de la cabale de la Terre depuis des décennies, sinon des centaines d'années, dictant et causant ainsi une grande partie des agendas sombres qui sont imposés à la population humaine sur Terre. Et la présence de 5 de leurs plus grands et puissants vaisseaux stellaires ne peut être perçue que comme une menace pour nous tous, surtout alors que la Fédération galactique détourne le regard et ne fait rien à ce sujet, malgré nos avertissements. Mercredi dernier, le 21 mai 2025, le vaisseau spatial Astérope a été remplacé par le vaisseau spatial Alcyone dans son devoir de suivre la flotte étortant en haute orbite terrestre. Juste quelques minutes après que le vaisseau spatial Astérope soit retourné à sa place dans la formation avec le reste de la flotte Tejet en basse orbite terrestre, le cuirassé étortant à l'arrière de leur formation et le plus proche du vaisseau spatial Alcyone, a libéré un essaim de 90 drones d'attaque qui se sont placés autour de l'Alcyone et à l'arrière en position de tir parfaite. Ensuite, le cuirassé étortant a envoyé un message d'ultimatum au capitaine Goriel, lui ordonnant de partir immédiatement et de cesser de suivre la flotte étortant, sinon ils ouvriraient le feu contre eux sur l'Alcyone. Le capitaine Goriel, qui est habitué au combat dans l'espace, n'a pas été intimidé par le message, et sa seule action a été d'informer le reste d'entre nous de ce qui se passait. Juste après qu'il ait expliqué la situation au commandement supérieur Tejet, Antarien et Urma, l'essaim de drones étortant a ouvert le feu de toutes ses forces contre les 8 moteurs de l'Alcyone. Le cuirassé Tejet a tremblé sous les impacts, mais ses puissants boucliers énergétiques ont absorbé les coups, protégeant le vaisseau. Immédiatement après, l'Alcyone déploya ses boucliers dans une puissante explosion électromagnétique défensive qui a détruit les 90 drones étortants. Juste au moment où cela se produisait, les capteurs de l'Alcyone ont détecté une surtension de la sortie d'énergie des étortants, indiquant qu'ils étaient prêts à sauter dans l'hyperespace. La fréquence générée par ces moteurs a révélé l'adresse de la carte spatiale vers laquelle ils avaient l'intention de sauter, et cette adresse spatiale était juste derrière le vaisseau spatial Alcyone et en position de tir parfaite contre elle. Avant que le vaisseau étortant ne puisse effectuer le saut, le capitaine Goriel tira à pleine puissance avec les principales armes de l'Alcyone, le canon à plasma, contre le cuirassé étortant. Ses boucliers ont cédé sous l'immense série de coups d'énergie qu'il a reçus en succession rapide, et sa coque arrière, y compris ses moteurs et ses espaces d'ingénierie, a été détruite, laissant derrière elle un vaste champ de débris de pièces de vaisseau étortant. Le cuirassé, étortant gravement endommagé, a commencé à échapper à tout contrôle, tandis que ses lumières s'éteignaient. Juste quelques secondes après cela, les vaisseaux cuirassés Tejet Astérope et Atlas ont sauté hors de l'hyperespace juste derrière l'Alcyone, suivis par les cuirassés Urma, Claw 99 et Claw 54. Et tous ont immédiatement ouvert des rafales de faible intensité de canons à plasma contre les 4 cuirassés étortants restants, en guise de tir d'avertissement. Les derniers cuirassés étortants ont subi des impacts directs dans leurs espaces d'ingénierie, mais, comme il s'agissait de tirs de faible intensité, leurs boucliers ont absorbé la majeure partie de l'énergie, seulement la majeure partie, car des dommages importants à leur coque m'ont été signalés par la suite. 3 des 4 derniers cuirassés étortants ont sauté dans l'hyperespace, et le dernier, leur vaisseau amiral, s'est immédiatement déplacé en dessous du dôme légal de l'espace aérien terrestre de 500 000 km, utilisant uniquement la propulsion, et entrant ainsi dans l'espace protégé par la Fédération, où il ne pouvait plus être attaqué. Le sillage de fréquence des 3 autres vaisseaux étortants nous indique qu'ils ont sauté vers Orion. Juste après cet incident malheureux, le détachement étortant a immédiatement déclaré qu'il avait subi une attaque non provoquée de notre part, et a exigé que la Fédération galactique nous expulse de l'orbite terrestre. Ils ont également affirmé que nous les avions empêchés de secourir les leurs à bord de leur vaisseau détruit, ce qui est faux, et à ce moment-là, les Alfratans étaient occupés à les aider. Pendant ce temps,
l'ambassadrice ontarienne, Aced Nidia, est entrée en action avec ses compétences diplomatiques et juridiques auprès de la Fédération galactique locale. En même temps, Aced Nidia a également informé le haut commandement ontarien chez eux de ce qui se passait, et en conséquence de tout cela, la 8e flotte de bataille ontarienne, composée de 24 vaisseaux de guerre, a immédiatement mis le cap vers la Terre. De même, le roi Urmarour a envoyé 5 cuirassés de classe Clos supplémentaires pour renforcer la présence féline ici. Tous arrivèrent en moins de 30 minutes en raison de la proximité de leur étoile d'origine Vega. L'ambassadrice Aced Nidia a déclaré à la Fédération galactique locale que notre groupe agissait en légitime défense et complètement sous toute la légalité que le droit spatial impose. Elle a ensuite exigé que tous les étortants soient expulsés de l'orbite terrestre. À ce stade, Antaria, Tegeta et Urma avaient acquis une supériorité totale dans les airs et dans l'espace autour de la Terre, d'autant plus que plusieurs des races stellaires les plus en vue et les plus notoires que nous connaissons tous, ont gracieusement décidé qu'elles ne voulaient pas faire partie de tout cela, en décidant d'évacuer l'orbite terrestre en masse, préférant fuir plutôt que d'être confrontées à la nécessité de prendre parti. À ce moment précis, le roi Rour, l'ambassadrice Nidia, et moi, avons ouvertement déclaré à la fédération locale et aux quelques races stellaires neutres encore présentes ici que nous agissions conformément aux lois spatiales et les meilleurs principes de la Fédération galactique. Nous avons déclaré que le quartier général de la fédération locale, situé sur le vaisseau andromédien et Biosphère Viera, avait agi en dehors de ses principes fondamentaux et ne les avait pas observés depuis très longtemps. Par conséquent, nous, en tant que triade, Antaria, Urma et Tegeta, nous déclarons être la véritable fédération galactique, et non celle qui fonctionnait jusqu'à présent. Le roi Rour et moi avons lancé au vaisseau Biosphère andromédien Viera, qui a toujours agi comme le quartier général local de la fédération galactique, un ultimatum, pour renoncer à tous ses pouvoirs, et se rendre à nous, ou faire face à une invasion militaire, le tout en vertu des lois spatiales et selon les principes mêmes de la Fédération galactique, qui nous obligent légalement à agir contre quiconque bafoue ces lois et principes. Le roi Rour a positionné 5 de ses cuirassés autour du Viera, en formation d'invasion, tandis que les Ontariens prenaient position autour de la Terre, créant un dôme protecteur, car à ce moment précis, 50 vaisseaux de guerre étortants et d'Orion plus grands sont sortis de l'hyperespace et ont encerclé la Terre, tous prêts au combat. Pendant que tout cela se passait, un grand raid contre une importante base souterraine était en cours sur Terre, nous étions donc très occupés et sur 2 fronts. L'ambassadrice Aced Nidia poursuivait ses efforts diplomatiques, demandant au commandement de la Fédération dans le Viera d'ordonner à tous les vaisseaux de guerre étortants et d'Orion de partir immédiatement, sinon ils devraient faire face à une guerre à grande échelle, juste devant la Terre. Juste à ce moment-là, la 8e flotte ontarienne apparut derrière les vaisseaux étortants et d'Orion, pendant que les cuirassés Tejet, Astérope et Atlas se positionnaient à côté de la flotte Urma, prêts à envahir le Viera avec leurs forces au sol et des équipements spécialisés. Au même moment, le vaisseau spatial Alcyone, secoué, descendit en orbite terrestre basse pour récupérer des engins d'assaut terrestres revenant de leur raid sur plusieurs bases, tous lourdement chargés de personnes secourues. Il y eut un calme tendu pendant quelques minutes, puis un message clair parvint du Viera. Il disait « N'envahissez pas, nous nous rendons, nous sommes de votre côté, et nous nous rendons. » Veuillez noter un point crucial ici, ce sont les Andromédiens qui ont déclaré leur reddition, et non la Fédération galactique locale. Moins de 5 minutes après cela, le haut commandement local d'Alphrata Centauri a déclaré la même chose. Nous nous rendons, nous sommes de votre côté, ne tirez pas sur nous, nous nous soumettons à vos ordres. Tout se passa très vite, et en moins de 7 heures, nous avons acquis le contrôle total de l'espace aérien légal de la Terre. La fédération locale a immédiatement ordonné aux 50 vaisseaux d'Orion de s'éloigner, et ils ont obéi, aussi parce qu'ils étaient dans le viseur de la 7e et 8e flotte de combat ontarienne. Ils savaient qu'ils étaient surpassés par nous tous, voire en infériorité numérique. Selon la loi de la Fédération, le vaisseau amiral étortant n'a été autorisé à rester ici que pour des raisons diplomatiques, notamment en raison de ce qui venait de se passer, car ils ont prétendu être les victimes. Ceci était tout à fait contraire à la volonté de mon groupe. La reddition du Viera n'était pas complète, car ce n'étaient que les Andromédiens, et non les représentants de la Fédération, qui restaient à l'intérieur et sous la protection des règles légales que nous avons respectées et observées dans nos actions. La situation est la suivante. Conformément aux règles de la Fédération galactique, mon groupe, Antaria, Urma et Tegeta, prend le contrôle total de tout l'espace aérien et spatial autour de la Terre. Nous avons réussi à expulser les envahisseurs douteux et louches d'Orion, y compris les étortants, à l'exception de 2 de leurs vaisseaux,
l'un gravement endommagé et hors service, et leur vaisseau amiral qui reste ici pour des raisons diplomatiques uniquement, bien que notre représentant légal, l'ambassadrice Assed Nidia, se batte également pour les faire partir. Nous avons pris le contrôle total de toutes les opérations aériennes et de vol spatial à proximité de la Terre, car nous agissons en toute légalité au sein de la Fédération galactique, et selon les meilleurs principes éthiques et spirituels avec lesquels elle a été fondée, nous nous déclarons comme la véritable Fédération galactique, et nous sommes ici pour faire le ménage. Le quartier général de la Fédération locale dans le Viera est contraint de nous reconnaître, sous peine d'invasion et d'expulsion, pourtant nous n'avons aucune communication avec les niveaux supérieurs de la Fédération galactique, comme cela doit être, mais ce n'est pas notre faute car nous sommes ouverts à la communication, une communication qui n'arrive jamais. Nous n'avons pas encore pris le contrôle du mécanisme qui gouverne la planète Terre, mais nous y travaillons, car nous exigeons le contrôle total des opérations terrestres dans le Viera, ainsi que le contrôle total sur les serveurs Internet également dans le Viera, et qui régissent toutes les communications sur Terre. C'est ici que la situation reste extrêmement tendue, car tout manquement à cette obligation entraînera inévitablement mon groupe à entrer dans le Viera et à prendre le contrôle par la force. Pourtant, nous ne pouvons pas le faire légalement pour l'instant, car la reddition des Andromédiens était une manœuvre astucieuse de la partie régressive, car nous ne pouvons pas les envahir s'ils ont déclaré leur reddition et leur pleine coopération avec nous, sinon nous attaquerions un membre pacifique de la Fédération, Andromède, qui, au final, agit comme un otage dans cette situation. Quoi qu'il en soit, Andromède et son Viera sont maintenus comme des otages pour empêcher mon groupe de l'envahir complètement, et avec cette action, de prendre le contrôle de la Terre. Nous sommes également pleinement conscients que les forces d'Orion et leurs manipulateurs dans les coins les plus sombres du côté obscur de la Fédération galactique se regroupent et peuvent attaquer à nouveau à tout moment. Bien que s'ils le faisaient dans ces circonstances, ils seraient totalement en violation des lois spatiales, et cela signifierait une guerre totale. Pour cette même raison, nos planètes d'origine restent en état d'alerte maximale, car nous ne savons pas s'ils lanceront une attaque vengeresse contre elles. Dans les Pléiades, les Solaciens et les Enganes sont en état d'alerte maximale et patrouillent la zone. De la même manière, le cuirassé pléiadien de classe Alcyone, le vaisseau spatial Electra, est en alerte maximale alors qu'il patrouille la planète Sindriel, la seule colonie Tégète en dehors de l'amas stellaire M45 des Pléiades. Les Étortans doivent être vraiment très en colère, car ils ont été surpassés par le plus ancien cuirassé Tégète, le vaisseau spatial Alcyone, vieillissant mais impressionnant. En attendant, trier et répondre aux besoins de milliers de personnes que nous avons extraites rien que la semaine dernière est devenu un énorme défi humanitaire, surtout lorsque nous ne pouvons plus garantir qu'elles seront bien traitées dans le Viera. Les préparatifs avancent à grands pas pour extraire du Viera toutes les personnes restantes que nous avons là-bas, ainsi que notre personnel et nos amis qui y travaillent. Et nous allons amener toutes ces personnes à bord de nos vaisseaux spatiaux et enfin les emmener dans une installation spéciale sur la planète Témère, d'où elles seront triées et renvoyées sur leur planète d'origine, ou si nécessaire, elles pourront être adoptées par une civilisation interstellaire d'accueil. Je suis également très heureuse de vous informer que les vaisseaux spatiaux Rital et Vintra sont de nouveau en service et fourniront un transport supplémentaire pour toutes ces personnes, et ils seront également chargés de ramener certaines d'entre elles sur leur planète d'origine. Le grand vaisseau spatial Toleka, quant à elle, reprendra bientôt du service, comme on m'en a informé. Les choses ont changé pour la Terre le 21 mai 2025, mais cela ne signifie pas nécessairement que cela se reflétera sur ce qui se passe à la surface bientôt, nous ne pouvons pas le savoir. Nous soupçonnons fortement que cela pourrait augmenter le nombre d'agendas sombres contre la population humaine, car les régressifs s'efforcent de préserver leur pouvoir et le contrôle sur la planète. Ils feront certainement tout leur possible pour accélérer leurs plans maléfiques, car ils savent que leur suprématie est en déclin. Il s'agit donc d'une situation très dangereuse dans laquelle nous nous trouvons tous. S'il vous plaît, restez forts et gardez espoir, nous faisons tout ce que nous pouvons d'ici haut, et nous agissons déjà directement en bas aussi. Et après avoir dit tout cela, je dois également préciser que je dois décrire ce que l'on sait du côté astral des choses, car tout est connecté, et le véritable combat se déroule là-bas, et il en découle. Nous ne voyons que ce qui se passe du côté des vivants ici. Mais c'est une grande victoire pour nous tous, mais beaucoup de travail doit encore être fait, et beaucoup de choses doivent encore se produire. C'est toujours un plaisir d'écrire pour vous, mes amis. Un grand merci à tous les sponsors de ma chaîne, vous changez des mondes ici. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo, d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage. Cela aide beaucoup cette chaîne à grandir. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois.
Avec beaucoup d'amour et de reconnaissance. Votre amie, Reine Marie, première de Tegeta. Dans l'immensité des cieux, nos rêves se déploient. Une étoile guide nos voeux vers un monde de joie. Chaque lumière dans la nuit raconte une histoire, un voyage infini aux confins de l'espoir. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres dans un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte